Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Merci de prendre part avec nous à cette conférence débat initiée par l'ARACT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Le sujet de réflexion qui nous est proposé aujourd'hui, comment se portent les managers en Guadeloupe? Manifestement, la fonction ne fait plus rêver comme avant. Beaucoup de managers sont en souffrance et expriment leur mal-être, un malaise profond que la crise sanitaire et ses conséquences sur le fonctionnement des entreprises n'a sans doute fait qu'amplifier. Manager en Guadeloupe, est-ce vraiment plus compliqué qu'ailleurs? Être un manager guadeloupéen exerçant en Guadeloupe, est-ce aujourd'hui une sorte de double peine? L'actualité récente, plus particulièrement dans le secteur de la santé, a suscité bien des questionnements en la matière. Et ce n'est qu'un exemple. Il faut rappeler que l'emploi salarié en Guadeloupe représente environ 120 000 personnes, dont un peu moins de 9% de cadres. C'est de leur vécu managérial, de plus en plus contraignant et douloureux, dont il est question ce matin. Alors plusieurs intervenants de qualité sont présents avec nous pour alimenter cette réflexion et nous apporter surtout leur expertise en présentiel ou en distanciel. C'est le cas de Madame Fabienne Alvarez, maître de conférence en sciences de gestion à l'Université des Antilles. Bonjour, merci d'être là, vous êtes en distanciel. Avec nous également Madame Karen Virapin, DRH à Air Caraïbes. Bonjour. Bonjour. Monsieur Pierre-Antoine Morand, directeur adjoint de la DEAL, est également avec nous en distanciel. Bonjour. Bonjour. Avec nous aussi Madame Christelle Turlet, directrice d'agence d'Ergos Guadeloupe. Bonjour Madame. Bonjour. Jean-Jacques Houblon du syndicat CFE-CGC, normalement est en distanciel. Bonjour Monsieur Houblon, vous nous entendez? Bonjour Thierry Fenderi, bonjour à tous. Soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. Monsieur Jacques Zozo, gérant de la boulangerie Saveur Gourmande est aussi là. Bonjour Monsieur Zozo. Bonjour. Et enfin, Bernard Vati, directeur général de l'association CAMA, qui est donc en présentiel donc dans ses locaux de l'ARACT à Jarry. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci à vous tous pour votre présence. Merci également à vous qui nous regardez via les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à vous être inscrits pour assister à nos travaux aujourd'hui. Soyez-en remerciés. Et nous vous précisons que vous pouvez poser vos questions à nos intervenants durant cette conférence débat via Facebook, YouTube et Zoom. Notre rendez-vous de ce matin se déroulera en 3 temps. Une première table ronde nous permettra d'envisager en quoi consiste la fonction de manager, ses problématiques et ses difficultés. La deuxième table ronde nous permettra d'analyser plus en détail l'impact du contexte sanitaire sur la fonction et les compétences requises aujourd'hui pour continuer à performer. Enfin, pour conclure, Madame Fabienne Alvarez fera la synthèse de nos échanges, augmentée de son expertise reconnue. Entrons à présent dans le vif du sujet. Un premier tour de table pour vous permettre de vous présenter et de nous livrer votre premier constat sur le vécu des managers actuellement en Guadeloupe, ou plus singulièrement au sein de vos structures respectives. On va commencer par vous, Madame Karen Virapin, donc DRH à Air Caraïbes, c'est ça? C'est ça. Alors, le vécu du manager tel que vous le percevez aujourd'hui? Alors, le vécu du manager, il est très variable. Il va être fonction du reflet de l'état d'esprit du salarié. Parce que la principale difficulté du manager, c'est de s'adapter à son salarié. Donc aujourd'hui, nous avons des managers très optimistes qui sont là pour encadrer leurs équipes et leur permettre d'aller de l'avant. Et on a des managers qu'il faut, nous, dans des postes de direction, encadrer un peu plus pour leur permettre de retrouver l'objectif à atteindre. Très bien. La parole à présent à Monsieur Pierre-Antoine Morand, directeur adjoint de la DEAL. Bonjour Monsieur Morand, c'est à vous pour un premier tour de table. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, au niveau de la DEAL, on est sur une structure de 230 agents à peu près. On a une 60aine de cadres de catégorie A. Donc, des difficultés importantes, effectivement, au cours des 2 dernières années, avec, je rejoins les propos de la DRH d'Air Caraïbes, avec des managers qui ont certaines facilités, d'autres qui ont un peu de difficultés, et surtout de la difficulté à
à gérer le changement permanent et des modifications permanentes, des adaptations à un contexte changeant, lié à la crise sanitaire notamment, mais on l'abordera plus tard. Donc effectivement des difficultés aujourd'hui, mais le rôle du manager, c'est bien d'essayer d'apporter de la lisibilité et une vision globale dans un contexte qui est en évolution permanente. Donc on essaye de guider nos cadres en ce sens. Voilà pour une rapide présentation et plutôt billet d'humeur de l'instant présent. Parfait, merci à vous Pierre-Antoine Morand. Madame Christelle Turlet, directrice d'agence d'Ergos Guadeloupe, même question. Premier constat donc sur le vécu actuel des managers à votre niveau. Oui, bonjour. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis un manager de proximité. Je reconnais qu'il est quand même compliqué de pouvoir en permanence motiver. Mais n'empêche que je pense que le contexte, bien que compliqué, je vais me répéter, mais le contexte compliqué, il faut soi-même être motivé. Donc, on a tendance, nous, à motiver nos équipes et à se motiver. Donc, Très bien. vous m'entendez ? Oui, on vous entend, parfait. On vous entend. On vous a entendu. Jean-Jacques Houblon, vous êtes là, donc représentant du syndicat CFE-CGC, oui. Donc la Confédération Générale des Cadres, hein, donc le syndicat qui représente les cadres. Quel est le retour des managers à votre niveau? On sait qu'il y en a beaucoup qui sont en souffrance. Oui, je remplace le président donc pour temporer. Donc, je n'ai pas forcément un retour par rapport au syndicat de façon générale, mais moi-même, en tant que manager supérieur à Pôle emploi, j'ai un retour des managers au quotidien où, effectivement, comme les intervenants précédents l'ont très justement dit, hein, la difficulté d'aborder, préciser cette période où il faut constamment s'adapter. Alors, même si ça fait partie, je dirais, du job, quelque part, du manager, de s'adapter, oui. Mais là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut s'adapter avec du distanciel, avec d'autres choses où c'est carrément inédit. Donc, certains passent bien cette vague, c'est le cas de le dire, et d'autres moins bien. Donc, voilà un peu l'humeur des managers de façon globale en Guadeloupe, mais sur, je dirais, un échantillon que moi, je côtoie au quotidien. Très bien. Merci à vous. Jacques Zozo, donc gérant de la boulangerie Saveur Gourmande. Votre retour d'expérience managériale? Oui, alors, vous comprendrez très bien que manager de grandes équipes, il n'y a pas d'uniformité, en fin de compte, dans le mode de management. Pour moi qui suis dans une petite PME de 5 salariés, et je rejoins tout un chacun quant à l'idée de constamment s'adapter tous les jours. Il n'y a pas d'uniformité. Il faut constamment, en fonction de la situation, en fonction de qui on a en face de soi, constamment, il faut s'adapter. Très bien. On termine notre tour de table avec Monsieur Bernard Vati, directeur général de l'association CAMA. Oui, bonjour. Donc, la situation du manager dans le secteur social dans lequel on se trouve aujourd'hui est un point de grande difficulté avec cette question d'obligation vaccinale, on y reviendra. Mais le manager se doit de motiver les équipes, d'expliquer le contexte de façon à permettre à ce que ces équipes performent sur le terrain. On est dans un secteur social, donc on s'occupe de personnes en situation de handicap lourd, notamment dans 2 maisons d'accueil spécialisées qui sont gérées sur le secteur du Moule. Donc on est également confronté à des personnes qui sont en difficulté, sont en grande précarité et pour lesquelles on doit pouvoir accompagner des équipes qui viennent soulager la souffrance au quotidien de ces personnes. Donc c'est d'autant plus compliqué effectivement de pouvoir motiver les équipes et leur expliquer les contraintes qui se posent dans le secteur aujourd'hui et amener une satisfaction au niveau de la mission principale de l'établissement qui est une mission d'accompagnement de personnes dans des activités au quotidien. Très bien. Donc nous entamons la première partie donc, de cette conférence débat, première table ronde. Déjà, mettons-nous d'accord. En quoi consiste réellement aujourd'hui la fonction de manager, indépendamment du contexte que nous connaissons? Karen Virapin.
pour moi, comme je l'ai dit, un manager, c'est quelqu'un qui est là pour encadrer, pour accompagner une ou plusieurs personnes dans une même direction, en vue d'atteindre un objectif déjà économique qui est fixé pour la société, mais également un objectif collectif, social, qui se fixe, qui naturellement émane au sein de l'équipe. Pierre-Antoine Morand, oui, sur la définition de la fonction de manager, c'est une définition qui est fluctuante en fonction des particularismes des sociétés, des environnements, j'imagine. Oui, c'est une définition fluctuante. Alors après, on peut distinguer peut-être la notion de cadre dirigeant de la notion de manager. Ouais. Le manager, c'est le cadre de proximité qui va gérer, comme le disait la collègue, une équipe plus ou moins importante en proximité, qui va organiser le travail de l'équipe. Après, il y a au-dessus, effectivement, les fonctions de cadre dirigeant qui doit donner la vision globale, qui a des moyens globaux et qui doit atteindre des résultats généraux, des résultats globaux, mais en s'appuyant sur une équipe. Et donc, c'est un peu différent. On est plus dans le faire que dans le faire en tant que tel. Donc, moi, je pense que c'est important, en fonction de la taille des structures, aussi de distinguer la notion de cadre dirigeant de la notion de manager au sens strict. Voilà. Après, c'est effectivement pour son équipe, le manager, c'est le patron, c'est le chef, c'est le boss. Après, vis-à-vis de l'extérieur, c'est celui qui représente quelque part l'équipe, qui a une fonction de représentation aussi du groupe. Et c'est d'autant plus vrai qu'on est dans les fonctions de cadre dirigeant par rapport au manager de proximité. Voilà. Ouais. Avons-nous, dans le monde de l'entreprise, est-ce que nous avons tous la même vision de cette fonction de manager? Gardez la main, monsieur Morand. Est-ce qu'on a la même vision? Je ne suis pas certain. Après, ça dépend des objectifs, selon qu'on soit sur des objectifs économiques, selon qu'on soit sur des missions de service public. Nous, moi, je suis dans l'administration, donc on est plus sur des missions de service public. Donc, la vision du manager, elle est peut-être un petit peu différente et avec des contraintes qui sont également différentes. La pression sur les objectifs n'est peut-être pas la même. Peut-être une pression sur les objectifs un peu plus forte dans une structure à vocation économique que sur une structure comme la nôtre, qui est plus une structure à vocation administrative, mais néanmoins des contraintes qui sont les mêmes et qui sont de maintenir des effectifs en ordre de marche dans des conditions difficiles, dans des conditions délicates, avec des cadres qui ont été confrontés à des difficultés également d'ordre personnel, par exemple en termes de gestion des enfants au moment de la fermeture des écoles, etc. Donc, qui devaient à la fois assurer leur fonction, parfois en distanciel, d'animation d'équipe, et qui devaient également avoir leur double casquette de parents à domicile pour gérer des enfants qui n'étaient plus scolarisés. Voilà. Très bien. Christelle Turlet, donc même question donc sur la vision de cette fonction. Est-ce qu'elle est aujourd'hui partagée de la même façon dans le monde de l'entreprise, selon vous, et à l'aune de votre activité à Ergos Guadeloupe? Donc, c'est vrai que moi, je suis manager de proximité. Il est important pour moi qu'on soit à l'écoute de nos équipes. Souvent, on a des objectifs, donc on met un peu la pression, si je peux dire, parce qu'on reçoit une pression. Ouais. Mais il faut faire attention, et toujours veiller à ce que nos équipes puissent se sentir bien. Moi, je me suis rendu compte avec le temps, plus on mettait à l'aise nos équipes en écoutant. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours tout entendre et tout faire. En revanche, accompagner les équipes, pour moi, c'est important en tant que manager. Accompagner, écouter. Et comme vous l'avez dit, le contexte, il est compliqué. Donc, on ne peut pas se permettre de faire fi de l'écoute. On doit nous-mêmes être souvent très motivés. Moi, je dis que quand j'arrive, il est important pour moi, même si on a des difficultés personnelles, on a tous des enfants à gérer, etc. On doit être à l'écoute. Pour moi, le terme écouter, entendre et aménager de façon à ce que son équipe, ses équipes soient bien au quotidien.
les difficultés sont là, ça je l'entends, mais on doit pousser de façon à ce que tous et toutes puissent se sentir bien dans sa... Oui, et il faut aussi... Très bien. Il faut aussi gérer la pression qui est là, qui est omniprésente aujourd'hui, Madame Virapin. La pression, elle est effectivement omniprésente, c'est le moins qu'on puisse dire. Et par rapport à ce que viennent de dire tous les interlocuteurs, effectivement, on a des difficultés de toutes parts auxquelles on doit s'adapter tous les jours. Donc on parle naturellement des difficultés qui se sont installées maintenant depuis 18 mois liées à la crise Covid, mais on avait déjà des difficultés du manager qui étaient déjà dans notre quotidien liées à notre culture, à notre localisation, à nos spécificités. Et là, ça fait des surcouches. Et donc la pression est omniprésente. Oui. Quand vous parlez de spécificité, de particularismes locaux, vous pensez à quoi ? C'est purement dans toute cette vision. On est purement, exactement, on est sur la question de est-ce qu'on a la même vision du manager ? Ouais. Non, enfin, à mon sens, on n'a pas la même vision du manager. Elle dépend des attentes qu'on a. Donc on le voit, enfin moi je m'occupe aujourd'hui de 450 personnes avec à peu près 20% de cet effectif d'encadrants. En fonction des équipes, vous n'allez pas avoir les mêmes attentes des salariés. Moi en tant que DRH, vous allez avoir des personnes qui vont avoir besoin de disponibilité, d'autres de présentiel, d'autres d'un accompagnement personnel, d'autres de conseils professionnels. Et tout ça va faire un panel d'attentes tellement différent que votre rôle et votre pression... ouais. Et il faut répondre à toutes les attentes. Voilà. D'où vraiment, on l'a évoqué tout à l'heure, une nécessaire adaptabilité du manager. Et ça existait avant et c'est renforcé aujourd'hui. Oui, parce que nous avons aujourd'hui des managers, on va le dire, plus fragiles. C'est ça. C'est ça. Oui, après on y viendra, mais le manager est un individu, c'est un être humain. Donc, oui, justement, on l'oublie. Justement, la transition est toute faite. Oui, est-ce qu'il faut partager, séparer le manager de l'humain ? Est-ce qu'il faut couper le cerveau en deux ? On est manager à un moment et puis notre moment de la journée, on reprend sa casquette d'homme. J'imagine que ce n'est pas le cas. En tout cas, il faut l'appréhender comme personne. C'est ce que vous disiez à l'instant, Madame Christelle Turlet, quand vous parliez de disponibilité pour vos équipes. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on reste des êtres humains. Moi, je le dis souvent à mon équipe. On a des objectifs à atteindre, mais n'empêche que nous avons toutes et tous des difficultés. Donc, quelque part, qu'on soit manager ou pas, on doit pouvoir se dire que nous sommes un être humain. Donc, on gère des hommes et des femmes. On peut, ça m'arrive. Moi, c'est vrai que moi, je gère pas une grosse équipe, mais ça m'arrive aussi de dire à mon équipe ma difficulté et leur expliquer que derrière, vous attendez de moi certaines choses. Moi aussi, j'attends de vous. J'ai une direction qui me donne des objectifs et c'est qu'ensemble que nous pouvons le faire. Donc, même en qualité de manager, nous-mêmes, nous avons quelques difficultés quelquefois. Donc, en discutant avec son équipe, avec ses équipes, je pense qu'ils ont cette capacité de pouvoir mieux appréhender et mieux voir aussi le manager en soi. Très bien. Le manager n'est pas celui seulement qui est là pour pouvoir mettre la pression. On met la pression parce que c'est obligatoire aujourd'hui, puisqu'on a des objectifs financiers à atteindre, des objectifs commerciaux. Sinon, on n'y arriverait pas. On a la concurrence, on a plein d'éléments qui font que la difficulté, elle est là. Mais on reste des êtres humains. Très bien. Oui, manager, c'est manager aussi la performance de ses équipes. On peut le faire avec une dose d'humanité, pour accompagner, pour mieux faire passer les messages, pour encourager, pour féliciter lorsque ça s'impose. Et ça aussi, c'est la partie humaine de la fonction. À votre niveau, au niveau de l'association CAMA, Bernard Vati, comment ça se gère ? Parce que là, vous gérez vraiment l'humain.
Oui, là, effectivement, on gère l'humain, mais j'aime bien la différence qu'a fait M. Moran, je crois, par rapport au cadre dirigeant et au cadre de proximité. On n'est pas dans la même fonction, tout à fait. Et effectivement, le cadre de proximité est quelqu'un qui doit tous les jours pouvoir encourager ses équipes, pouvoir féliciter, pouvoir accompagner pour que ces équipes puissent réaliser les missions. Le cadre dirigeant que je suis aujourd'hui, après avoir été cadre de proximité dans la même structure, il est compliqué d'expliquer la distance qu'il convient de mettre entre le personnel accompagnant et le cadre que je suis. Je suis plus aujourd'hui dans l'accompagnement des cadres de proximité. Donc là, c'est avec l'expérience passée que je peux avoir en tant que cadre de proximité, comment les accompagner dans cette fonction-là pour que justement les personnes accompagnées puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, surtout lorsqu'on est dans un secteur social et médico-social où on est confronté à des personnes en situation de handicap lourd, donc des personnes qui ont besoin d'être épanouies, qui ne peuvent pas être autonomes pour un certain nombre de choses. Donc vivre ça tous les jours de la part de collaborateurs n'est pas simple. On a à gérer, comme vous dites, les situations familiales, les situations personnelles, et on arrive dans un boulot où il faut rendre le sourire aux personnes qu'on accompagne, et on ne peut pas flancher devant ces personnes. Donc le cadre de proximité se doit de se mettre à portée de ses salariés, de ses collaborateurs, de façon à leur donner la pêche au quotidien, de leur venir en aide quand ils ont une difficulté avec notamment les usagers dont on parle. Donc on est dans deux fonctions différentes, mais on a de toute façon, on reste humain dans les fonctions qu'on a, et c'est vrai que certains salariés, certains collaborateurs peuvent vivre le cadre dirigeant comme quelqu'un de plus éloigné, de plus robotisé, de plus distant, parce que son rôle est différent. Son rôle est différent du rôle de cadre de proximité qui se doit en tout cas d'être, comme son nom l'indique, dans la proximité de ses collaborateurs pour pouvoir les encourager en tout cas à accomplir la mission pour laquelle ils ont été employés. Donc c'est pas simple tous les jours, mais bon, c'est un métier qui est choisi. En général, les personnes qui arrivent dans ces fonctions-là ont choisi, ont voulu évoluer de leur fonction de base, qui est une fonction de salarié, d'une fonction, d'une mission particulière. Ils ont fait une formation, ils ont voulu évoluer, donc c'est un choix. C'est un choix de responsabilité, c'est un choix de pouvoir englober quelque chose de plus général. Donc, il y a une motivation au départ. Cette motivation, il ne faut pas la perdre, il ne faut pas la casser. Donc, justement, le cadre dirigeant est là pour pouvoir, justement, éviter que ce cadre qui a voulu, qui était volontaire au départ pour assumer une autre fonction, qu'il puisse continuer à évoluer dans cette fonction-là. Ah, il y a parfois des désillusions aussi, hein. Il y a parfois des désillusions, on se demande effectivement pourquoi on s'est mis là. Quand on a rencontré des personnes effectivement qui sortent de formation, on se dit, mais qu'est-ce que je suis allé faire? J'étais bien dans ma fonction avant, qu'est-ce que je suis allé me mettre dans ce truc-là où effectivement je suis confronté à d'énormes problèmes et du coup les collaborateurs d'avant qui étaient avec vous dans votre fonction ne comprennent pas votre nouvelle attitude qui répond la mutation. La mutation. Et quand on l'a fait en sein d'une même entreprise, ben là il est compliqué d'expliquer à ses anciens collègues que la fonction qu'on occupe aujourd'hui ne nous met pas sur le même plan et qu'il y a besoin effectivement d'avoir une vision peut-être plus globale. Donc c'est compliqué. Très bien, merci à vous donc Bernard Vati, Jacques Zozo. Le manager aujourd'hui pour vous en tant qu'individu, que doit-il incarner dans la fonction? Alors, manager, c'est vrai qu'on dit c'est pas évident aujourd'hui, et c'est pour cela qu'en fin de compte, il existe aussi plusieurs types de management. Particulièrement moi qui manage une petite équipe depuis près de 40 ans, j'ai opté pour le management collaboratif et paternaliste. Donc, oui, tout à fait, puisque dans les petites structures, on est très proche, c'est une petite famille. Et donc, tous les jours n'est pas évident pour tout un chacun, pour nous-mêmes. C'est vrai qu'on cumule le rôle de chef d'entreprise à la fois et de manager.
Donc, on doit être à l'attente, à l'écoute plutôt, comme Madame Tulé le disait, de ses collaborateurs et pouvoir des fois passer outre nos fonctions de manière à pouvoir apporter des solutions dans la vie de tous ses collaborateurs. Oui. Ce management paternaliste que vous évoquiez, on a pensé à un moment qu'il avait atteint ses limites en Guadeloupe, ou ailleurs aussi. C'est le risque, justement, c'est pas de cette proximité avec les collaborateurs qui peut nuire à la performance. Tout à fait, tout à fait. Bon, alors, comme je disais, c'est vrai ce qui est vrai dans une entreprise, dans une institution, dans une administration n'est pas forcément vrai dans une petite entreprise ou dans une autre. Donc, c'est vrai qu'on cumule les différentes formes de management de manière à pouvoir obtenir et atteindre les objectifs. Oui. Mais c'est constant, c'est constant, c'est constant. On passe d'une méthode à une autre. Et personnellement, moi, le plus important, c'est d'atteindre les objectifs. Donc, on fait ensemble, on collabore, on demande des avis, on fait ensemble. Très bien. Oui, c'est pas vertical. Hein. Tout à fait. Très bien. Je me retourne vers Pierre-Antoine Morand pour évoquer de manière plus précise les difficultés, les principales difficultés que rencontrent aujourd'hui les managers. Pierre-Antoine Morand. Oui, alors pour compléter, pour rebondir effectivement sur ce sujet-là, aujourd'hui le manager il doit gérer une complexité qui est peut-être plus forte qu'hier. Il y avait la problématique, les problématiques institutionnelles, les problématiques économiques de l'entreprise, etc., la compétitivité, enfin toutes ces choses-là à appréhender qui augmentent peut-être avec le temps, mais on a rajouté une couche à cette complexité avec la crise sanitaire qui a accéléré, on va dire, un certain nombre de choses et un certain nombre de difficultés à prendre en compte dans l'organisation, on va dire, du travail, que ce soit de l'équipe de proximité ou de l'entreprise dans sa globalité. Donc, les principales qualités, pour rebondir sur la question précédente, sur les aspects humains, je pense que c'est effectivement l'écoute d'une part. Il y a un besoin d'écoute qui est exprimé par les agents et la capacité à communiquer. Donc, la capacité à donner du sens et à donner les bonnes explications au bon niveau pour transmettre. Alors, si c'est le cadre dirigeant, c'est assurer la courroie de transmission au sein de toute la chaîne d'encadrement pour que le message passe et soit appliqué de la meilleure manière qui soit au plus près des équipes. Donc, je pense que ce qui a évolué au cours des dernières années, c'est des exigences du groupe qui sont plus fortes qu'avant. Et c'est à la fois un manager qui est plus exposé qu'il ne l'était auparavant. Donc, c'est cette complexité qui a rajouté, qui rajoute des difficultés à la fonction, on va dire, et à la problématique rencontrée par les managers, qui soient de premier niveau ou cadre supérieur. Très bien. C'est aussi pour ça que la fonction aujourd'hui attire peut-être un petit peu moins qu'auparavant. Ah ben oui. Donc, c'est essentiellement ces problématiques-là, voilà, que je voulais mettre en avant, un manager plus exposé qu'auparavant, et puis des exigences du groupe, finalement, des exigences de la société qui sont peut-être plus fortes qu'elles ne l'étaient auparavant. Très bien. Jean-Jacques Houblon, même question, donc sur les difficultés rencontrées actuellement par les managers en Guadeloupe. Oui, oui, les choses ont été dites, notamment par Madame Thiollet. Effectivement, c'est primordial d'être à l'écoute, d'entendre ce que les managers, enfin, les agents, les collaborateurs puissent s'exprimer, et que le manager soit en fait le facilitateur. En fait, le manager est là pour mettre un peu de l'huile dans les rouages, pour faire en sorte d'accompagner ses équipes. Et c'est M. Morand qui disait effectivement que le manager peut exposer aujourd'hui. C'est normal parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère de l'information. Si un manager n'est pas en capacité de donner du sens à ses collaborateurs, avant, effectivement, on disait, bon, un collègue, un collaborateur, bon, ben, tu fais ça, il n'y a pas besoin de lui donner une explication. Aujourd'hui, mais pourquoi je dois faire ça?
faut être en capacité de expliquer. Et ce qui se passe assez souvent, malheureusement, nos managers, pas tous, hein, mais il y a une bonne partie qui n'ont pas cette capacité et pris par justement la pression, la seule chose qu'ils arrivent à faire redescendre, c'est cette pression. Ils ne la filtrent pas et du coup, ils la font redescendre directement sur ceux qui sont en charge de réaliser les travaux. Et ça, bien évidemment, ça génère des crispations. Parce que les salariés ne sont pas des enfants. Et même les enfants aujourd'hui, quand on éduque son enfant, on lui dit pourquoi il ne faut pas faire ça, pourquoi il faut faire telle chose. On est dans l'explication avec l'enfant. Alors, je ne dis pas qu'un salarié, c'est un enfant, mais on doit être en capacité de donner du sens, d'expliquer pourquoi on prend ce chemin-là, pour quelles raisons, et associer au maximum ses collaborateurs. Alors, pas forcément à la décision, mais pourquoi on doit faire ceci? Parce que la décision se prend. Et M. Morin l'a très justement dit, nous avons plusieurs strates de managers, les cadres dirigeants, où là, on est dans la stratégie, on va donner l'orientation qui va ensuite redescendre au cadre de proximité, voire au cadre supérieur, qui, eux, vont faire redescendre au cadre de proximité. Mais à chaque échelon, on doit être en capacité de donner du sens, de dire le pourquoi. Pourquoi on fait ça et pas ça? Et à partir du moment que l'information est passée, qu'on a, je dirais, épuré toutes éventuellement les questions négatives, parce que ça existe aussi, hein, c'est pas dans le monde du travail n'est pas tout beau, tout gentil, hein, il y a ça aussi, voilà. Donc, mais il faut être en capacité de faire cela, et à partir de là, je pense que les collègues sont en capacité de donner le meilleur d'eux. Mais à partir du moment qu'ils ont un manager qui est aussi à l'écoute. Et alors, on parle de la Guadeloupe. C'est vrai qu'on a une difficulté un peu par rapport à d'autres endroits, parce que moi, j'ai managé aussi en France, où on doit être en capacité aussi de tenir compte de notre histoire, de notre culture. Et je prends un exemple qui est symptomatique. Quand on a, par exemple, un cadre dirigeant caucasien qui n'a pas notre culture de la mort. Nous, quand on a un décès chez nous, voilà, il y a ce qu'on appelle, bon, maintenant, beaucoup moins avec la crise sanitaire, mais les veillées. Et le collègue regarde cela. Donc, si on sent pas que le cadre dirigeant, bon, c'est pas sa culture, donc, c'est fait, il y a un nombre d'agents, il s'occupe pas de ça. Eh bien, l'agent lambda, il va regarder cela aussi. Et tout ça, c'est des choses qu'on doit, les managers doivent être en capacité aussi de discuter avec leur agent, dire, OK, oui, ça c'est notre culture, mais pour autant, on ne doit pas en tenir compte, on est dans un milieu professionnel, on est là pour travailler avant tout, et ne pas mélanger, je dirais, les gens, même si ça fait partie mais c'est l'habitude en nous, quoi. Oui. J'en ai terminé pour l'instant. Très bien. Qui veut rajouter quelque chose sur les difficultés rencontrées actuellement par les managers en Guadeloupe? Moi aussi, je peux juste rebondir effectivement sur les propos de M. Houlon par rapport à donner du sens. Toute la difficulté aujourd'hui, elle est là. C'est l'accélération des changements, des évolutions institutionnelles. Pour parler du contexte administratif dans lequel on est, c'est la difficulté justement qu'on a nous-mêmes en tant que cadre dirigeant à comprendre le sens un peu des décisions politiques qui s'imposent à nous. Et c'est cette accélération, on va dire, du changement un peu permanent qui fait qu'on a du mal parfois à trouver le sens de l'action et le bon message à faire passer, à relayer au sein des équipes en interne pour que tout le monde comprenne quel est le sens de son travail. Quand on dit qu'on doit continuer à faire un certain nombre de choses avec de moins en moins de moyens et toujours plus de missions, c'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile à entendre. Quand on a des discours nationaux pour parler de notre domaine, sur la transition écologique, transition énergétique, etc., et que à côté de ça, on ne nous donne pas forcément les moyens nécessaires ou qu'on fait partie des ministères qui sont potentiellement les plus impactés en termes de réduction d'effectifs. Donc, c'est ce sens-là que les agents ont du mal à comprendre. Et toute la difficulté du cadre aujourd'hui, c'est d'arriver à expliquer, effectivement, à donner ce sens de l'action dans un contexte qui accélère en termes d'évolution. Et donc, la gestion de l'urgence est pas évidente et pas simple. Très bien, nous avons une question d'internaute. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions à nos intervenants. Donc je vous la livre, cette question. La limite du management par l'empathie
serait-elle perçue culturellement de la même façon par un manager caucasien? Donc c'est une question qui nous est posée. Qui veut se lancer? Madame Virapin. La limite du management par l'empathie serait-elle perçue culturellement de la même façon par un manager venant de métropole, de l'Hexagone? Oui, pour ma part, je pense que oui, puisqu'on parle d'empathie. Ouais. L'empathie, ça fait partie vraiment d'un comportement qu'on a développé, et l'empathie dépasse la culture. Par empathie, on sous-entend intérêt, curiosité qu'on porte à la personne. Donc quand on s'intéresse à une personne, naturellement, on apprend à connaître la culture, ce qui touche un peu plus, et on s'adapte. Donc pour moi, oui. Très bien. Qui veut réagir par rapport à cette question, à moins que nous passions à autre chose? Pierre-Antoine Morand, éventuellement, votre avis là-dessus? Oui, je rejoins ce que disait la personne d'Air Caraïbes précédemment. C'est pas une histoire de couleur de peau, ou qu'on soit local ou qu'on soit métropolitain à la base. L'empathie, un manager, il a de l'empathie ou il a pas d'empathie. Donc, je pense que c'est pas une histoire de culture locale ou d'origine, selon qu'on soit de métropole ou guadeloupéen. Voilà, moi je pense que c'est indépendant, et je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute. C'est un sujet extrêmement important. Le cœur du sujet, il est là. Je pense que la rupture qu'il peut y avoir des fois au niveau des équipes, c'est ce manque d'écoute parfois, ce manque d'explication. C'est un management à distance, etc. Tout ça, c'est des choses qu'il faut pas faire. Donc, qu'on soit originaire de métropole ou qu'on soit guadeloupéen, le problème est le même. Donc, ça, je pense que si un manager est en capacité de développer une certaine empathie avec ses équipes, il faut bien sûr avoir de l'empathie pour pouvoir derrière aussi donner du sens et s'appuyer sur des équipes qui soient pour être dans une relation de confiance. Je pense que c'est important. Ce qui est difficile peut-être parfois ici, c'est d'instaurer un climat de confiance et une fiabilité, on va dire, des interlocuteurs. Nous, on travaille beaucoup avec des collectivités. On n'a pas toujours des collectivités qui sont hyper fiables ou hyper sécures par rapport aux objectifs qu'on peut chercher à atteindre avec eux. On va nous dire oui en façade, mais en fait les choses vont pas avancer derrière. Donc c'est ça. Je pense que le cœur du sujet ici, il est sur avoir un environnement de travail qui soit fiable et un climat, et être en capacité d'instaurer un climat de confiance. Et donc cette confiance, un des critères pour l'atteindre, c'est bien sûr d'utiliser l'empathie, mais pas que. Il y a aussi d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte. Donc, je pense que la communication, l'écoute font partie des critères qui permettent de travailler en confiance et en bonne relation avec des équipes, quelle que soit l'origine, on va dire, ethnique des personnes. Très bien. Merci à vous. Fabienne Alvarez, vous êtes également avec nous, maître de conférence en sciences de gestion, sur les difficultés rencontrées actuellement par les managers en Guadeloupe et les autres sujets que nous avons évoqués. On vous écoute. Alors peut-être sur la dernière question, c'est vrai qu'il faut dissocier et distinguer ce que la personne appelle management par l'empathie, qui n'est pas véritablement un style management, et peut-être le management paternaliste. Donc, c'est peut-être par rapport à cette confusion-là que la question est posée. Et effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit sur l'empathie, qui est une qualité absolument indispensable aujourd'hui pour tout manager, quel que soit son niveau de responsabilité. Et puis, sur les difficultés des managers aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut opérer une distinction entre les cadres dirigeants qui sont confrontés, en fait, l'une des principales difficultés aujourd'hui, c'est de passer de ce qu'on appelait un long terme qui était déjà court à 5 ans à un long terme qui aujourd'hui a 1 an. Et donc, tout ce qui relève de l'anticipation, de la planification, de la prévision, enfin, tout ce qui relève de comment penser l'entreprise sur un terme un peu plus long, comment faire évoluer la stratégie,
à quel moment c'est le bon moment pour mener certaines décisions, même pour faire des choix d'investissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça challenge beaucoup les cadres dirigeants. Un deuxième challenge, en tout cas, que je vois, c'est vraiment l'encadrement des managers de proximité. Parce qu'aujourd'hui, pour répondre à la question des difficultés, elles sont plurielles, hein. Il y a bien entendu le télétravail, on en reparlera probablement, qui est un gros challenge parce qu'il invite les managers de proximité et même le management intermédiaire, quand il y en a, à repenser toute une série de problématiques, que ce soit comment je coordonne le travail des équipes et les activités quand une agence est fermée ou quand la moitié est à distance ou en présentiel. Comment j'assois mon autorité maintenant que je ne les vois plus, que je ne les ai plus avec moi. Comment je contrôle une activité si la notion d'objectif, de moyens, si la logique de résultat n'était pas bien implantée dans l'entreprise. Du coup, comment je sais qu'ils font ce qu'ils ont à faire quand je n'ai pas de tableau de bord, j'ai pas de système d'information développé. Et puis, donc, ce challenge d'encadrer les managers de proximité, c'est aussi développer, le mot que j'ai envie d'utiliser là vraiment, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire cette capacité qui est absolument fondamentale soit dans un management à distance, dans des situations de management de crise, pour accompagner des situations où la dimension émotionnelle, elle est très forte. Et donc là, aujourd'hui, cette capacité à être OK avec ses émotions, à pouvoir détecter, accompagner, accepter celles des autres, faire preuve d'empathie, créer un sentiment de sécurité, parce que l'incertitude, l'ambiguïté, ça peut générer chez les personnes et dans les équipes un sentiment d'insécurité. Or, pour travailler, pour créer de la confiance, pour collaborer, pour contribuer efficacement, l'une des bases, c'est que les collaborateurs se sentent en sécurité. Donc, la question, c'est comment je remets le sentiment de sécurité pour mes équipes, comment je le fais aussi pour moi-même. Ah oui. Donc, il y a vraiment aujourd'hui ces soft skills qui apparaissent comme, en tout cas pour moi, comme des compétences importantes pour pallier à toutes ces nouvelles difficultés ou celles qui étaient là et qui ne sont qu'exacerbées par le contexte actuel. Je vais rebondir sur l'intelligence émotionnelle à laquelle vous faisiez allusion à l'instant. Comment en user ? Alors, je lisais juste avant ce webinaire la dernière enquête d'Opinionway de juin 2021 qui est intéressante parce qu'elle a consisté à interroger à la fois des dirigeants et dirigeants donc, qui sont en situation de management, mais aussi des managers de proximité sur les uns sur ce qu'ils voient et les autres sur leurs attentes. Et puis, ce qui ressort, il y a plein de choses, mais c'est le premier enjeu, c'est de savoir motiver ses équipes. Et j'ai bien aimé, puisqu'il y a une intervenante qui est Madame Turlet, qui en a beaucoup parlé en disant il faut savoir motiver ses équipes, mais la question, c'est qu'on peut le faire efficacement finalement que quand on est soi-même motivé. Et sans entrer dans le détail, mais derrière la question de la motivation, il y a celle des besoins. Parce qu'en fait, le manager qui doit motiver, il est vite limité parce que la motivation, c'est un processus interne. Ça veut dire que seule la personne concernée peut déclencher chez elle cette envie de faire, cette envie de contribuer, cette envie d'agir. Et donc, le manager, il est à côté, il est en accompagnement. Et derrière cette question de la motivation, il y a celle des besoins. Et du coup, c'est vrai que si on ne s'engage pas dans cette voie de se servir de ces éléments-là, de poser les bonnes questions, d'être vraiment dans des relations, j'ose dire, authentiques, sincères, des relations de proximité avec ses équipes, les besoins, on ne peut pas les deviner pour les autres. Donc un des moyens pour développer cette intelligence émotionnelle qui est vraiment un concept très, très large, il y a beaucoup de choses dedans, mais c'est vraiment de se questionner sur les besoins, sur les valeurs, sur l'estime de soi, sur l'empathie, sur comment j'interagis avec les autres. Monsieur Morin a aussi beaucoup parlé, et d'autres, de deux compétences essentielles, c'est la communication constructive, bienveillante, non violente, et la savoir écouter. Beaucoup de gens que j'accompagne souvent disent « si, moi je sais écouter », et en fait, savoir écouter, ça peut être une qualité innée, mais ça s'apprend aussi. Oui, apprendre à faire silence. Voilà, donc,
je dirais qu'aujourd'hui, un challenge, c'est vraiment de former peut-être les managers à ces nouvelles ouvertures relationnelles, émotionnelles qui sont importantes. Très bien. Oui, il se pose aussi la question de la formation de nos managers. Certains deviennent managers sur le tas. Il n'est jamais trop tard pour se former. Hein. On a des managers qui sortent de grandes écoles et puis on en a d'autres qui ont appris le métier au fil des années au contact de leurs équipes. Madame Alvarez. Oui, on vous a perdu. Ce n'est pas grave. Quand on parlait de managers, pas nécessairement, pas forcément formés sur le tas, il y a aussi une histoire qui se construit. C'est le cas de Jacques Zozo, hein, donc gérant de boulangerie. Votre métier de manager, vous l'avez appris au fil des années. Bien entendu, et heureusement, le secteur des métiers est organisé, donc ça nous permet notamment d'acquérir de la compétence dans le domaine spécifique de notre métier, mais aussi dans le domaine d'accompagnement et de gestion, de management. Et donc, étant adhérent à mon organisation professionnelle, la Chambre des métiers, constamment, régulièrement, nous partons ou nous suivrons des formations sur place. Très bien, et ça vous aide beaucoup. Oui, tout à fait. Il est important, on est dans un monde qui bouge énormément, les choses évoluent. J'ai débuté mon activité en 1985. Aujourd'hui, le téléphone portable n'était pas très, très, très commun. Donc, on comprend très bien qu'aujourd'hui, on ne vit plus les mêmes choses. Et donc, étant membre d'organisation professionnelle pour moi, mais aussi pour nos mandants, il est important de se mettre constamment à la page et nous nous faisons accompagner justement pour cela. Très bien. On l'a dit tout à l'heure, les collaborateurs ne sont plus que de simples exécutants. Cette notion de sens prend toute son importance aujourd'hui. Tout à fait. C'est valable dans votre structure. Ça l'est aussi dans les grandes structures comme Air Caraïbes, Madame Virapin. Je partage ce qu'ont dit les intervenants à ce propos. C'est indispensable. Donner du sens, donner des explications. La difficulté, c'est que parfois, on n'a pas toutes ces explications en temps réel. Parce que le manager, il s'adapte. C'est un manager qui s'adapte, qui est agile, qui cherche des solutions, qui doit être de proximité. Et c'est pour ça que avec tout ce que j'ai entendu de très intéressant, oui, je pense qu'il faut... les difficultés, elles sont là, elles sont réelles, elles sont différentes. Mais il faut être soi-même. Et parfois, en tant que manager, et c'est ça aussi la proximité, savoir exposer à ces équipes qu'on n'a pas forcément les explications ou la certitude du résultat. Et c'est ce qu'on demande pour faire de la co-construction ensemble pour arriver à cet objectif qui peut varier en cours de route également. C'est toutes les difficultés qu'on a au quotidien. Après, on a aussi entendu, on a choisi d'être manager. Oui, il faut des aptitudes pour être manager, et on a aussi des désillusions, puisqu'on a souvent en termes de recrutement des personnes qui vous disent je veux être manager parce qu'ils pensent que c'est une étape de technicité supplémentaire, alors que justement grâce au panel de formation qu'on a qui est très large, on se rend compte parfois qu'on n'est pas fait pour être manager. Oui. Et ça, comment le percevoir, comment l'expliquer, comment le faire comprendre? Parce que c'est pas forcément compris. C'est vrai que ce n'est pas simple, mais il faut arriver avec des expériences qui se cumulent. Donc, on ne va pas le faire de façon brutale, mais de l'accompagnement. Encore une fois, on va accompagner nos managers. Comme on l'a dit, il y a plusieurs niveaux de management. Donc, il y a les cadres de direction, les cadres intermédiaires, les cadres de proximité, les managers qui sont plus des chefs d'équipe.
Mais l'objectif, c'est d'accompagner tout ce petit monde et en fonction des difficultés qui surviennent, puisque pour certains, ça sera plus difficile que pour d'autres. On les aide à identifier cela et voir est-ce que ce sont des choses pour lesquelles on peut trouver des solutions structurelles, avec la formation, avec autre chose, ou si quand on a épuré un panel de solutions, les difficultés persistent, ben, c'est peut-être lié à la personne et à ses limites, simplement. Très bien. Nous avons une autre question d'internaute. Je vous la livre. Quand le cadre dirigeant ne trouve pas le sens de l'action, comment protéger, entre guillemets, le manager de proximité, lui qui est censé donner du sens au travail des collaborateurs? Vous gardez la main, Madame Virapin? Oui, enfin, alors oui, je veux bien. Quand le cadre dirigeant ne trouve pas de sens, il trouve toujours du sens. Moi, un cadre dirigeant, il doit trouver du sens puisqu'il se donne un objectif. Oui. Après, c'est les explications qui sont différentes. C'est le résultat qui est incertain. Mais quand on décide de donner du sens et donner des explications, c'est expliquer pourquoi on prend telle ou telle décision. Donc, à un instant T, pour moi, un cadre dirigeant sait pourquoi il a pris cette décision. Par contre, il doit se donner la possibilité que cette décision ne soit pas la bonne à un moment donné, donc on change de cap. Très bien. C'est ce qui va faire cette réalité que la personne en face comprend et adhère au sens au moment T. Parfait. Fabienne Alvarez, on vous a retrouvé, vous êtes toujours avec nous? Je ne suis pas partie. Parfait. J'aimerais vous entendre sur cette question d'internaute. Je vous la rappelle ou vous l'avez entendue? Je l'ai entendue. Comment donner du sens? Alors, ce que j'ai envie de dire là, c'est que en fonction des personnalités de chacun, il y a des collaborateurs pour qui c'est fondamental de trouver du sens à l'action et pour d'autres pour qui ce sera moins important. Tout simplement du fait de leur personnalité. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, le sens, c'est un double sens, c'est-à-dire c'est la signification et c'est aussi la direction. Donc, si vous dites à quelqu'un il faut avancer, il faut du résultat, mais qu'il n'a pas de direction, il ne va pas avancer. Donc, ce sens en termes de direction, de stratégie, d'orientation, de vision, il est fondamental. Et là, je suis d'accord, quand on est manager, quand on est cadre, on est censé l'avoir et si on ne l'a pas, on est censé le demander. Ça, c'est ce que je dis en tout cas quand je forme les gens, c'est qu'il y a aussi une responsabilité des managers et des cadres à faire la relation avec le N+1 pour aller chercher aussi les réponses dont ils ont besoin et poser les questions qui leur semblent importantes pour bien faire leur travail. En termes de signification, le sens, c'est, comme vient de le dire Madame Virapin, il y a cette dimension expliquer la décision, mais il me semble qu'il y a vraiment autre chose. C'est-à-dire donner du sens en lien avec ses propres valeurs, donner du sens en lien avec les valeurs de l'équipe, et c'est pour ça que c'est aussi important, et je pense notamment dans des périodes de crise, de faire ce travail avec ses équipes, d'identifier et de mettre en œuvre des valeurs collectives au travail. Comme ça permet d'avoir de nouveaux repères dans un environnement et dans des situations où les repères sont constamment mouvants. Donc, c'est aussi en lien avec les données du sens par rapport aux valeurs de l'équipe. Et puis, quand quelqu'un dit ça n'a pas de sens, c'est aussi par rapport à ses valeurs personnelles. Et donc là, ça renvoie plutôt à une dimension personnelle qui est finalement, est-ce que je trouve encore du sens à ce que je fais aujourd'hui? Et là, seule la personne concernée peut y répondre. Donc, je dirais que l'accompagnement du manager sur cette dimension de sens, elle est à plusieurs niveaux sur ses valeurs à lui. Est-ce que ce qu'on lui demande de faire, ça a du sens? Sur les valeurs des collaborateurs, encore faut-il les connaître, sur les valeurs collectives de l'équipe, et puis la direction qu'on donne à l'équipe et comment est-ce qu'on rattache la direction donnée à l'équipe à la vision plus globale de là où l'entreprise veut aller. Et ça suppose aussi qu'au niveau des directions générales, il y ait peut-être une communication beaucoup plus fluide. Mme Virapin a dit quelque chose d'important, c'est un manager, c'est celui aussi qui sait dire à un moment donné, je ne sais pas, je n'ai pas de vision à très long terme, on a fait ce choix pour telle et telle raison, mais aujourd'hui, vraiment, il faudrait qu'on prenne un nouveau cap.
ce qui demande de l'humilité, finalement, de l'humilité, de justement, j'allais y venir. Ce qui demande aussi la permission de se tromper, de se donner en tant que manager le droit à l'erreur. Et du coup, cette question-là, voilà, et cette dimension finalement de se dire j'ai pas toutes les réponses et puis on peut engager une démarche de co-élaboration, co-construction, co-créativité, puisque les intelligences à plusieurs sont supérieures à la somme des intelligences individuelles, c'est l'intelligence collective. Et voilà, c'est apprendre aux managers à demander de l'aide, à faire participer, parce que dans notre culture, eh bien, cette idée de demander de l'aide ou de faire participer, de montrer ses erreurs, elle est parfois en contradiction avec certaines valeurs sociales, valeurs culturelles et croyances. Oui. Et là, je pense aussi qu'il y a des ouvertures à créer sur un manager qui s'autorise finalement à être vulnérable dans des situations difficiles dans lesquelles voilà, cette vulnérabilité, elle a sa place et elle n'est pas de la faiblesse. Très bien. Peut-être avez-vous quelque chose à ajouter, Christelle Turlet? On vous a vu à l'écran. Vous souhaitez réagir par rapport à Oui, tout à fait. La question posée? Oui, mais je me retrouvais là-dedans. On a toujours tendance à penser que dire ses faiblesses, donc on rencontrait une difficulté, c'est pas un bon manager. Moi, c'est vrai que j'ai vécu quelque chose de très fort. Vous m'entendez? On vous entend. On vous entend très bien. J'ai perdu quand même. J'ai perdu mes repères puisque j'avais l'impression que mes agences allaient mal, je me sentais pas bien, et j'ai osé le dire à mes équipes. Et ensemble, on a reconstruit les agences. Je me suis fait coacher et je leur ai dit, je leur ai fait part de mes peurs, de mes craintes. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à avoir peur et qu'elles comptaient sur moi pour remonter les agences. Et ça, donc ensuite, on a travaillé ensemble. Et là, ça a créé un autre lien. Le lien, comme il disait tout à l'heure, un lien de collaboration, non pas de paternité, mais on a travaillé ensemble. Ce qu'on n'avait peut-être pas fait auparavant, parce qu'on avait toujours tendance soit à mettre une pression sans pour cela entendre. Donc pour moi, j'ose le dire, le Covid a changé certaines choses. J'ai été beaucoup plus dans l'empathie, dans l'écoute, parce qu'on a vécu quelque chose de difficile ensemble. On a vécu aussi des intérimaires qui ont perdu des parents, des assistants qui ont perdu une mère, un grand-père. Donc les émotions sont ressorties et ça nous a beaucoup rapprochés. Donc le Covid a eu le côté économique, oui, des difficultés. Moi, en termes de management, ça a complètement changé ma vision. Et j'avoue que derrière, on a trop tendance à penser qu'on sait tout, qu'on est plus fort que tout parce qu'on est manager. Non, on a aussi des difficultés, des craintes. Et là, on commence à travailler ensemble. Et on se dit qu'on doit ramener une agence, on doit ramener des agences au chiffre d'affaires qu'on avait en 2017. Très bien. Justement, l'humilité du manager n'est pas un aveu de faiblesse. Faire preuve d'humilité, c'est quelque part se grandir aussi, Madame Virapin. Oui, complètement. On a parlé d'humilité, on a parlé d'être soi-même, d'authenticité. Et pour moi, ce sont tout autant de valeurs et de positionnement du manager sur son lieu de travail qui vont conditionner sa réussite, son intégration et sa capacité justement à donner du sens à ce qu'il fait passer, puisque ça va créer ce lien de confiance au fur et à mesure. Oui. L'humilité, ça humanise aussi. Complètement. Ouais. Et on a besoin de ça. Les équipes ont besoin de ça aussi. Hein. Oui, et puis ça revient à ce qu'on disait au début. Le manager est un individu à part entière. C'est un être humain. On est dans des fonctions de manager. Mais nous avons, comme a dit Madame Turlet ou bien d'autres, nous avons aussi des familles, des contraintes personnelles, et il faut savoir les partager sans pour autant que ça prenne plus de place dans les relations d'équipe, puisqu'on a quand même une fonction de manager, donc il faut prendre un peu de distance. Mais c'est important que les équipes qu'on gère puissent se retrouver aussi dans notre fonctionnement, et d'où l'intérêt d'être soi-même, de faire preuve d'humilité et d'authenticité dans ce qu'on met en place. Une autre question d'internaute, est-ce que la vie syndicale locale a un impact plus important sur la posture managériale, évidemment, en Guadeloupe?
qui se lance. Madame Alvarez, peut-être Monsieur Pierre-Antoine Morand, histoire de faire circuler la parole. Alors, d'abord, je voulais revenir sur la question précédente, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Je me retrouve parfaitement dans ce qui a été dit par les différentes intervenantes. La difficulté à donner du sens, elle tient dans l'intégration de l'incertitude, le degré d'incertitude, en fait, qui est peut-être plus fort qu'il ne l'était, il est plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était par le passé. Et donc, l'intégration de ce degré d'incertitude, ça doit se traduire par un discours sincère. Ça a été dit par tout le monde et je pense que la sincérité, c'est quelque chose qui est reconnu par tout un chacun. Et donc, un cadre, enfin un manager ou un cadre dirigeant qui sera en capacité de dire à un certain moment qu'il y a un certain nombre de paramètres qu'il ne maîtrise pas et qui sont indépendant de la stratégie qui pourra être mise en place, ou en tout cas que cette stratégie devra être revue si jamais un certain nombre de paramètres évoluent. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait entendu et demandé par les agents aujourd'hui. Donc, la difficulté à donner du sens, je pense que si on a de la sincérité dans le discours, ça facilite la compréhension de tout un chacun. Alors, est-ce que la vie syndicale locale a un impact plus important sur la posture managériale? La nouvelle question. Je rejoins ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'important, c'est la communication et de ne pas rester enfermé dans sa tour d'ivoire. Et ça, c'est vrai pour un cadre administratif comme un cadre chef d'entreprise. Je pense que la qualité du dialogue social, c'est quelque chose d'essentiel. Nous, au sein de l'ADEAL, on a un dialogue social qui est extrêmement bon. Moi, je suis extrêmement satisfait du dialogue social qu'on a avec nos équipes et avec nos représentants du personnel. Ça nécessite de réunir régulièrement les instances, y compris de manière plus ou moins informelle, au-delà du cadre réglementaire classique des CT ou CHSCT. Et en fait, la qualité de la communication et de l'écoute qu'on pourra mettre en place avec les représentants du personnel, c'est un élément essentiel à la conduite et au pilotage des équipes. Donc, moi, je ne fais pas de distinguo par rapport à la vie syndicale locale ici en Guadeloupe. J'ai trouvé des représentants du personnel au sein des équipes de l'ADEAL extrêmement constructifs et à l'écoute. Charge à nous, justement, de ne pas être enfermé dans notre tour d'ivoire. Il n'y a rien de pire que de diriger à distance et de manager à distance sans être à l'écoute des équipes. Très bien. Je pose la même question à Madame Fabienne Alvarez. Alors, sur la question de la posture managériale, après, ça dépend ce que chacun y met. Moi, ce que j'y mets, la posture managériale, c'est à la fois comment je me définis en tant que manager, comment je me vis en tant que manager, comment j'agis, quels sont mes comportements. Donc, c'est quelque chose dont les contours sont assez larges aussi. Je dirais, il y a deux volets, il y a plusieurs axes. Il y a des éléments qui ont trait, par exemple, au niveau de management, au statut. Si je suis cadre, si je suis agent de maîtrise, ça peut jouer sur la taille de l'entreprise, sur son secteur d'activité. Donc, des éléments qui sont, on va dire, un peu structurants, liés à la situation managériale. Et je dirais que dans la posture, il y a une dimension qui est plus individuelle, à savoir, d'une part, la personnalité, qui on est, comment on se définit, voilà, la vision qu'on a de soi, etc. Et puis, dans ce que je vois, en tout cas dans les accompagnements que je mène, c'est beaucoup ces expériences vécues, voilà, et les représentations que les personnes en ont faites et les croyances qui ont été associées. Ça veut dire qu'en fait, pour moi aujourd'hui, dans ce que je vois, la posture, elle est très marquée par ce que la personne pense d'elle en termes de ce que je m'autorise, ce que je ne m'autorise pas, ce que j'ai incorporé comme injonction parentale sur ce que je dois, sur qui je dois être, comment je dois être, sur ce qu'est un manager. Donc, il y a, pour ajuster sa posture, quel que soit le contexte, il y a tout un travail de déconstruction à faire et un travail de reconstruction autour de
de soi, en termes de quelles sont bien entendu les compétences fondamentales d'un manager, mais aussi qui j'ai envie d'incarner, quel manager j'ai envie d'être, en quoi c'est cohérent avec mes valeurs, avec mes besoins, avec qui je suis. Donc la posture, effectivement, elle dépend à la fois de ce que l'entreprise attend de chaque manager. On l'ajuste en fonction des besoins aussi de son équipe à un instant T, puisque ces besoins, ils évoluent et les objectifs aussi. Et puis, j'allais dire, on la façonne avec qui on est, c'est-à-dire la personne que l'on est au-delà de la fonction que chacun occupe. Très bien. Et sur, je dirais, l'impact de la vie syndicale sur cette posture managériale, est-ce qu'elle est plus importante ici, selon vous? Alors, je ne comprends pas bien la question, l'impact de la vie syndicale locale. Alors, est-ce que la vie syndicale... Oui, est-ce que la présence ou pas de syndicats dans l'entreprise change les choses? Est-ce que la culture qu'on retrouve dans les relations professionnelles en Guadeloupe impacte la posture? Je pense que ça serait un cadre. Je pense que ça serait un cadre plus large, effectivement, pas propre à l'entreprise en elle-même. Dire la vie sociale propre à la Guadeloupe, enfin à nos territoires. D'accord. Alors, la vie sociale, elle comprend la vie syndicale, mais elle comprend des tas d'autres choses. Donc, bien évidemment, moi, j'ai une vision de l'entreprise comme étant un système qui est inséré dans un système plus grand, qui est celui de la Guadeloupe, qui est inséré dans, etc., avec, j'allais dire, des cercles concentriques qui sont en pointillés tellement ils sont poreux et les échanges entre un niveau et un autre sont importants. Là, aujourd'hui, je dirais que ça dépend vraiment des entreprises parce que ce qu'on sait, c'est que plus l'entreprise est petite, plus l'empreinte que met le chef d'entreprise sur cette entreprise est forte en termes d'identité, de valeurs, de processus de décision, de pratiques professionnelles. Et donc, on peut pas, en tout cas, là, je ne peux pas avoir de réponse qui s'appliquerait uniformément à toutes les entreprises. La réalité de la dynamique et des relations professionnelles dépend de la taille d'entreprise. Et même pour deux entreprises d'une même taille, ça dépend vraiment de comment la direction, au sens large, a pris le soin, a pris le temps de nouer des relations avec les représentants du personnel ou avec les CSE. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de configuration unique. Ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai le sentiment quand même, et là, je salue le travail de l'ARACT Guadeloupe, qu'il y a eu beaucoup de progrès par rapport à il y a une vingtaine d'années dans le dialogue et les relations professionnelles dans les entreprises. Très bien. Merci à vous. Manager en Guadeloupe, est-ce vraiment plus compliqué qu'ailleurs? Karine Virapin, votre avis? Non, je dirais pas spécialement. Je m'appuie sur mon expérience aujourd'hui, notamment celle d'Air Caraïbes, où j'ai en charge le management d'équipe aussi bien aux Antilles-Guyane que sur Paris. Je pense que c'est une photo qu'on se met à un moment donné en se disant c'est beaucoup plus difficile, mais les difficultés, elles sont vraiment nombreuses et différentes en fonction des territoires, en fonction des cultures, en fonction des activités et pas seulement en Guadeloupe. Après, les difficultés sont plus importantes en fonction de, par exemple, ce qu'on vient de voir au niveau des relations syndicales, ouais. Forcément. Mais après, ça se crée. Donc, ça peut être parfois tendu au départ, ça se détend ensuite. Mais je ne dirais pas que ça soit plus compliqué en Guadeloupe qu'ailleurs. Donc pour vous, être manager guadeloupéen qui exerce en Guadeloupe, c'est pas, non, comme je l'ai dit en introduction, c'est pas une double peine. Non. Non, moi, enfin, je ne le pense pas dans mon positionnement, dans ma façon de voir les choses, dans les actions que je mets en place, dans les relations que je lie aussi bien avec les organisations syndicales, les managers, les salariés. Je ne trouve pas que ça soit une spécificité de la Guadeloupe, parce qu'on retrouve des particularités dans d'autres départements, et y compris sur la métropole.
Donc c'est vraiment, on retrouve plus des comportements par rapport à une situation. Ben là, typiquement la crise sanitaire. Oui. Donc on voit des émotions qui émergent ou des situations un peu plus compliquées à gérer, et elles sont identiques quels que soient les territoires. Donc je ne pense pas que manager en Guadeloupe soit plus difficile. Après, on y trouve des avantages et des inconvénients. Très du bien. Côté insulaire. Parfait. Même question. Pierre-Antoine Morand, manager en Guadeloupe, plus compliqué ou pareil qu'ailleurs? Non, pas forcément plus compliqué. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ça dépend. Enfin, moi, je le redis, on a un dialogue social de qualité avec nos représentants du personnel. C'est pas forcément plus compliqué qu'ailleurs. Ce qui est plus compliqué ici, par rapport à nos missions, côté DEAL, où on agit sur les thématiques de l'environnement, de l'aménagement, du logement, etc. On travaille beaucoup avec les collectivités. C'est l'énergie qu'il faut dépenser pour essayer de faire bouger un petit peu les choses. Mais c'est pas directement du management, c'est dans notre posture d'État accompagnateur, d'État facilitateur, pour essayer de faire bouger un certain nombre de lignes, où l'énergie qu'il faut dépenser ici, elle est peut-être supérieure à l'énergie qu'il faut dépenser sur un autre territoire. Mais en termes de management direct des équipes, au sein de la boutique, il n'y a pas de, franchement, moi, on n'a pas de difficulté. Je note pas de difficulté supérieure ici par rapport à d'autres territoires. On a des problématiques comme partout, des problématiques RH. On en rencontre à tous les niveaux, dans tous les territoires. Et donc, moi, j'en ai pas j'ai pas de noter un nombre de problèmes supérieur à ce qu'on peut rencontrer ailleurs. Voilà. Très bien. Par contre, c'est l'énergie à déployer pour faire bouger les lignes sur nos champs de compétences. Ça, c'est un autre sujet. Parfait. Jacques Zozo. Je n'ai pas d'expérience particulière par rapport à la Guadeloupe ou par rapport à la métropole, mais le sentiment que j'ai, c'est que j'ai le sentiment que le rapport au travail n'est pas le même. Donc voilà, c'est ce que je peux dire, parce qu'en fin de compte, on a le sentiment que le fait qu'on est très famille en Guadeloupe, il y a toujours quelqu'un qui tend la main lorsqu'on a des difficultés. Donc, j'ai le sentiment qu'on fait un petit peu moins ça travail par rapport à mon niveau dans la petite entreprise que je dirige. Je l'ai souvent vu où quelquefois il y a un manque de rigueur, il y a un manque d'implication. Il peut avoir des conséquences, on va se séparer, mais bon, la famille est là, la famille tend la main, la famille soutient. Ouais. Donc, ça rend la chose un peu plus compliquée, parfois. Quelquefois, ouais. À mon avis. Bernard Vati. Oui, c'est vrai que je me permettrai d'avoir un avis quand même différent de ma voisine pour le fait d'avoir exercé pendant une quinzaine d'années dans la direction d'établissements médico-sociaux dans l'Hexagone et d'être arrivé ici, où maintenant 14 ans, où je dirige des établissements ici. J'ai noté une différence, mais qui peut être liée également, ça il faut le dire, à mon expérience dans la fonction. J'étais plus jeune, on a commencé une fonction différemment, donc j'ai senti quelque part dans les expériences menées dans l'Hexagone, où j'apprenais mon métier après être diplômé, où les choses pouvaient être tendues au début, mais se régularisait assez rapidement lorsqu'on démontrait sa capacité à faire. Lorsqu'on avait sa compétence n'était pas remise en cause. On est testé, bien sûr, lorsqu'on arrive dans une entreprise. J'ai changé par 3 fois de structure et on sent effectivement la méfiance du départ, le test du départ. Mais une fois qu'on est rassuré sur la compétence, les capacités de donner du sens au travail qui est fait, il y a quelque chose qui se stabilise. On est respecté, on est écouté et on a, il me semble, un peu moins de mal, en tout cas, à s'affirmer. J'ai trouvé une différence ici dans l'approche, alors liée certainement à mes personnalités également, mais où effectivement, on n'est pas sous cette tranquillité et cette longueur de vue.
On est dans le test permanent. On est dans quelque chose qui s'apparente à du non-respect, mais bon, c'est plus pour une question après de familiarité. On attend du manager guadeloupéen, surtout lorsqu'il a commencé ailleurs, on attend à ce qu'il soit un peu plus proche, un peu plus empathique, un peu plus guadeloupéen, parce que pour lui, avoir commencé ailleurs... ça veut dire quoi, ça? Moi, c'est un ressenti. C'est un ressenti, c'est dire, vous venez d'ailleurs, vous avez commencé votre métier ailleurs, vous arrivez là, mais vous êtes guadeloupéen, sauf que bon, vos techniques ou votre approche du métier est quand même différente. Donc, on aimerait que vous puissiez être un peu plus local. Mais local veut dire, donc, voilà, il faut abaisser le niveau d'exigence. Il faut quelque part être proche, plus empathique et plus. Alors, quand je dis plus guadeloupéen, c'est un ressenti. C'est de dire bon. Mais c'est important. Voilà. Oui, le fait d'avoir exercé par ailleurs et d'arriver, on a l'impression effectivement qu'on entraîne ce qu'on a acquis à l'extérieur et qui n'est pas ce qu'on connaissait habituellement ici. Et qu'on veut venir imposer quelque chose qui mérite d'être refaçonné à la mode locale. Donc, quelque part, c'est là qu'on trouve la différence. Après, bon, bien sûr, avec le temps, ça s'atténue, mais on a l'impression que cette question du test permanent, cette question de la remise en cause de quelque chose est plus permanent et prend plus de temps à s'apaiser. Bon, j'aurais pensé que c'était quelque chose qui effectivement durait très peu de temps, mais on sent que ça revient de temps en temps. On veut retester, vérifier effectivement que la clairvoyance est là, la compétence est là, et la question également de l'attente qu'on a vis-à-vis du cadre dirigeant, on attend de lui des solutions. Et la question après de sa remise en cause ou de dire à un moment donné, effectivement, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, il faut qu'on cherche ensemble. Mais c'est là une faiblesse avouée, c'est quelque part quelque chose d'un incertain, donc on ne rassure pas forcément les collaborateurs qui sont autour. Donc, on se sent aussi sous une pression de devoir amener des solutions, amener un sens. Alors, ça, c'est lié très vraisemblablement à ce qu'on a entendu tout à l'heure, une question de personnalité, une question de la manière dont on se vit en tant que cadre dirigeant également. Mais on a effectivement l'impression d'une attente plus importante en face pour pouvoir en tout cas rassurer les collaborateurs avec qui on travaille. Très bien. Merci à vous. Je pense qu'on va... on a ce n'est pas une question, c'est, je dirais, une observation d'une internaute. Donc, manager en Guadeloupe est difficile. C'est loin d'être le monde des bisounours. Les relations de travail changent. La vision du travail évolue également et crée des difficultés. Donc, voilà pour cette remarque donc, de cet internaute qui suit, comme vous, nos débats depuis ce matin. Nous allons clore cette première partie. Alors, la question maintenant, c'est, une fois qu'on a posé ces constats, c'est comment faire pour s'en sortir, comment faire pour performer davantage. Je m'adresse là, je parle du moins des managers en difficulté. Pas ceux qui performent ou qui ont réussi à s'adapter, et surtout qu'est-ce qui change dans le métier de manager aujourd'hui, au-delà de ce dont on a parlé du côté je dirais de l'incertitude liée à ce que nous vivons actuellement. Qu'est-ce qui change donc aujourd'hui dans le métier de manager et comment faire pour s'en sortir, s'agissant de ceux qui sont en difficulté, comment mieux les accompagner et mieux les aider. Madame Virapin. Comment faire pour s'en sortir? Je pense qu'il faut déjà demander de l'aide et l'accepter. L'aide, elle peut être à plusieurs niveaux. Elle peut être en interne, ne serait-ce qu'avec les cadres dirigeants qui peuvent accompagner. Elle peut être par le biais de formation.
qui soit plus adaptée. Elle peut être par le biais d'associations de managers, où on a quand même cette chance, et c'est un des avantages du côté insulaire. On a quelques associations de managers, où, en Guadeloupe en tout cas, où on se rend compte qu'avec des rencontres, on partage les mêmes difficultés. Oui, c'est important de partager. C'est rassurant. Ouais. De savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'on ne vit pas des situations isolées, donc un simple coup de fil, enfin voilà. Donc c'est de ne pas rester isolé dans ces difficultés, oser avouer que nous sommes en difficulté et accepter toutes les petites aides qu'on peut avoir. Mais pour tout ça, il faut surtout, et encore plus dans le contexte actuel, prendre du recul. Du recul, ne pas prendre les choses pour soi. Ça revient un peu effectivement à ce que M. Vati disait. C'est vrai, on a cette pression, on a ces attentes qui sont importantes. On a des managers qui prennent cher. Hein, quand même, c'est ça, on a des attentes qui sont importantes, très. On entend souvent, on veut la tête de celui-là. Enfin, on a cette impression. Donc, il faut savoir prendre du recul pour se préserver, parce qu'on a quand même besoin d'avoir toute la lucidité possible pour prendre ses décisions et pouvoir avancer. Donc voilà. Aujourd'hui, pour moi, il y a quand même des solutions qui s'offrent aux managers qui ont fait le résultat quand même. Très bien. Christelle Turlet, sur cet aspect, comment faire évoluer les choses dans le sens positif pour nos managers? Donc le manager doit prendre conscience, derrière, quand on rencontre une difficulté, il faut savoir être honnête avec soi. Comme elle le disait, Mme Vérapin, donc il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Donc en parler avec notre N+1, les difficultés que rencontrent vos équipes, ce sont les mêmes peut-être rencontrées. Et ensuite, vous voyez avec votre direction, ne pas avoir peur de se dire je suis en difficulté, qu'est-ce qu'il me manque? Est-ce que c'est le contexte qui fait que je suis en difficulté? Est-ce que c'est une difficulté que j'avais auparavant et que je n'avais pas vue? Est-ce que j'avais pris assez de recul? C'est important de juste, pour moi, il faut se regarder, il faut regarder le contexte, voir les raisons qui font que vous êtes en difficulté. Après, je vais juste revenir sur la question, manager en Guadeloupe, n'est pas plus difficile que manager autre part. On est moi je dis il faut s'adapter. Il faut en permanence avoir un regard bienveillant, un regard sur ses équipes, et ensuite regarder si notre management s'adapte à nos équipes, et regarder si vous êtes aussi dans la même direction que votre N+1. Donc, pour moi, le manager ne doit pas avoir peur de se rendre compte que la difficulté qu'on rencontre, c'est par rapport peut-être à la situation actuelle. Très bien. On poursuit donc avec Fabienne Alvarez sur cette question. Comment faire pour s'en sortir? Comment faire en sorte que nos managers aillent mieux et soient mieux dans leurs fonctions? Et qu'est-ce qui change dans le métier? Alors, comment faire pour que les managers se sentent mieux? En tant que direction, c'est d'abord de créer des espaces pour qu'ils puissent exprimer et dire comment ils se sentent, tout simplement. Des espaces avec, bien entendu, de la bienveillance, une vraie écoute. Ça peut être des espaces collectifs, ça peut être aussi des entretiens individuels pour faire le point avec toute sa ligne hiérarchique, en tout cas qu'à chaque niveau, ça se fasse. Et puis, derrière, c'est de traduire ce qui est exprimé en besoin, et derrière, de voir au niveau opérationnel ce qui peut être mis en place. La difficulté, elle se pose surtout pour les entreprises qui n'ont pas de service RH, qui n'ont pas de professionnels qui peuvent prendre en charge, j'allais dire, avec les outils, les approches, les dispositifs appropriés, efficaces. Donc là, c'est plus difficile. Et donc, si l'entreprise a les moyens en interne, c'est de mettre en place ce qu'il faut comme accompagnement. Ça peut être de la formation, ça peut être du coaching, ça peut être des groupes d'échange de pratiques pour des managers. C'est très intéressant pour voir comment les uns arrivent à résoudre des situations par rapport à d'autres. Voilà. Mais c'est vrai que si le manager ne vient pas spontanément voir sa direction pour témoigner d'une difficulté, de prendre vraiment le temps et de créer des espaces pour que les choses puissent être dites et exprimées.
Très bien, merci à vous. Je vous propose de passer à la deuxième partie de notre matinée de réflexion. Où nous allons entamer la deuxième table ronde qui nous permettra donc d'analyser plus en détail l'impact du contexte sanitaire sur la fonction et les compétences requises aujourd'hui pour continuer à performer en tant que manager.